Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce nouveau point de marché. Alors je fais un petit tour de la salle de trading. Bonjour à vous Bruno, j'espère que vous allez bien. Alors l'AUD Yen et l'AUD USD, très bien, je vais y venir. Bonjour à vous Pierre-Yves, Ramsey que je salue également, François, j'espère que vous allez bien. Frédéric, bonjour et merci pour le lien. Mais écoutez Frédéric, je vous en prie, je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas présents hier soir pour mon webinaire de prévision 2018. L'enregistrement a été effectué. Il est disponible via un lien, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email à valentin.enfant@ig.com pour avoir accès au lien. Étant donné que les prévisions 2018, le replay ne sera pas disponible sur YouTube. Voilà. Euh, donc, on commence tout de suite par l'avertissement gaz sur risque que je vous invite à prendre en compte. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors au niveau de l'actualité, il y a eu très peu de choses hier, étant donné que hier était férié aux États-Unis, c'était Martin Luther King's Day, comme vous le savez. Alors j'ai dû rater un an. Alors ça doit être après. Au niveau des résumés de la science américaine asiatique, donc comme je l'ai dit, Wall Street fermé, on a eu DXY qui a perdu un petit peu de terrain, le rendement du 10 ans qui se stabilise à 2,55% depuis la semaine dernière. Le yen ce matin est à l'équilibre. Le gold, le Nikkei et le Hang Seng qui progressent avec le Hang Seng qui reprend sa hausse. Je rappelle que le Hang Seng Index a fait sa plus haute, son meilleur démarrage de son histoire. L'année 2018, elle l'a démarré de la meilleure façon. Voilà. Et on peut voir qu'après une petite pause lundi, eh bien le Hang Seng reprend à 43% ce matin, donc ce qui est une excellente performance. Au niveau du calendrier, alors nous avons l'IPC allemand qui est publié actuellement à 8 heures, donc à 1,7% comme on peut le constater, à 9 heures pardon. Enfin, il est 9 heures, pardon, c'était publié à 8 heures, excusez-moi, donc dans la lignée du consensus et de la précédente publication à 1,7%, c'est l'estimation finale, comme vous pouvez le constater. Mais les annonces de la journée seront à 10h30 avec l'IPC du Royaume-Uni. Est-ce que l'IPC va accélérer ou non? Elle est attendue en léger ralentissement à 3%. Voilà, étant donné que cette inflation c'est celle du mois de décembre, la dernière aux étaux, enfin, la première et depuis longtemps et probablement la dernière, elle a été effectuée en novembre dernier, donc cette inflation a eu un impact. Enfin les taux pardon, la hausse des taux de la BOE en novembre a eu un impact sur cette inflation, d'où probablement ce ralentissement, malgré l'accélération du PI3. Parce que si on regarde un petit peu, pardon, aux États-Unis, inflation stable, en zone euro, elle est attendue en accélération demain, grâce au cours de pétrole, notamment grâce au cours de pétrole. Ici, on peut voir que c'est pas grâce au cours de pétrole, c'est vraiment la sous-jacente qui perd un point de base. Donc au final, c'est vraiment une des conséquences de la hausse des taux de la BOE, même si ça devrait peut-être continuer à baisser d'ici les prochains mois. C'est pas parce qu'il y a c'est pas le mois où il y a la hausse des taux que il y a un impact, ça prend plusieurs mois pour que la hausse des taux soit impactée dans les prix. Voilà. Donc 10h30, nous avons ces publications et ça sera tout pour la journée. Le réel de la semaine, le plus gros, commence à partir de mercredi. Alors, j'ai oublié d'activer une présentation. Alors, voilà. Et au niveau de l'actualité, alors au niveau du yuan, pour ceux qui suivent la devise chinoise, elle continue de s'apprécier après la décision de la Banque populaire de Chine de renforcer son cours pivot. Et au niveau de la BCE, ça c'est peut-être plus intéressant, on a Hardy Hanson, qui est un des membres du conseil des gouverneurs de la BCE, qui a déclaré hier que la BCE ne devrait avoir aucun mal à arrêter ses achats d'actifs nets en septembre. En clair, son quantitative easing. Et il attend un réajustement de la communication de la BCE avant cet été. Voilà, donc avant cet été, on devrait avoir des nouvelles annonces concernant la BCE, de la part de la BCE, concernant son quantitative easing. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nicole qui me demande sur le silver, est-ce une prise de bénéfice ou le début d'une chute vers 17? Bruno, quel pourrait l'impact de l'annonce sur le GBP USD? Bien alors c'est plutôt simple Bruno. En clair, si
la publication dépasse le consensus, dans ce cas-là, ça va être haussier pour la livre. Si c'est au consensus, ça va être plutôt neutre. Si c'est en dessous du consensus, ça va être baissier. Voilà. Moi personnellement, je suis assez d'accord avec ces publications sur les 2,6% pour l'inflation sous-jacente, pour les 3% sur les PC classiques. Donc voilà, clairement, je suis assez d'accord de ces chiffres-là. Si c'est à 3, si par exemple l'inflation est publiée à 3,1%, ça va être haussier pour la livre sterling. Pourquoi? Parce que le marché actuellement table sur une hausse des taux de la BE en 2018. Mais si l'inflation reste au-dessus de 3%, il y aura plus qu'une autre hausse des taux en 2018. Il y en aura peut-être deux. Voilà. Donc plus l'inflation va rester longtemps à 3% ou au-dessus de 3%, et plus la probabilité d'une seconde hausse des taux va augmenter. Pour le moment, elle est quasi nulle. Voilà, on passe sur la plateforme. Je réponds aux questions sur. On va commencer par les matières premières. Tiens. Donc pour l'argent, prise de bénéfice. Non, je pense que clairement, alors à l'image du cours de l'or, le cours de l'or a mis 340. On a encore une petite marge de progression jusqu'à 1350. Donc voilà, moi je reste aussi sur le cours de l'or, soutenu par le dollar. Dollar qui est en baisse. Certes, il trouve un niveau de support actuellement, mais voilà, il est en baisse. On a le marché qui se diversifie en payant le cours de l'or au lieu du marché obligataire. Donc 1350. Donc un or à 1350, ça devrait tirer l'argent vers le haut. Donc là, on est à 17,25. On est sous une résistance. On a un potentiel jusqu'à 17,71 à court terme, à très court terme. Voilà. Et attention parce que d'un point de vue momentum, on a une divergence. Vous voyez qu'ici, on a un momentum qui s'oriente à la baisse alors que le prix s'oriente à la hausse. Voilà. Donc pour ce qui est des positions acheteuses sur l'argent, je pense qu'à court terme, on peut avoir une petite consolidation avant une reprise haussière jusqu'à 18. On peut avoir une petite consolidation parce que si le dollar rebondit, ce que je pense va être le cas, au vu de son analyse technique, regardez, il est sur un très bon niveau de support, 90. 90, c'est un niveau très important. C'est un niveau très important, donc je pense qu'on va connaître un petit rebond. S'il y en a un et que le cours revient à 91 points, ce sera l'opportunité pour passer à la vente. Voilà, ce sera une super bonne opportunité pour vendre le pullback. Et, eh bien, si on vend le pullback sur le DXY, on pourra acheter le cours de l'or et l'argent. Voilà, donc Nicole, est-ce qu'il y a une chute vers 17? Alors 17, c'est à ce niveau de prix. Ça me semble possible, disons, d'ici 1 à 2 semaines. Ça me semble possible, oui, d'ici 1 à 2 semaines. Voilà. Étant donné que, encore une fois, le DXY qui est sur support. Donc s'il rebondit, ça va faire pression sur tous les actifs cotés face au dollar, dont l'euro, le gold, le pétrole, etc. Voilà. Pour ce qui est du Brent et du brut, toujours sous résistance. Moi, ce que je m'attends réellement sur le Brent, c'est à une consolidation, à l'image de ce qu'on a connu le 25 septembre, et enfin en septembre et en novembre. Vous voyez que lorsque le RSI avait atteint des pics, eh bien, l'étape qui a suivi, c'était une consolidation du prix. Une consolidation pendant un mois. Donc, je ne serais vraiment pas surpris si on a le Brent qui consolide jusqu'à la fin du mois au moins à 70 $. Et pour ce qui est du brut, c'est un petit peu pareil. Je ne serais pas du tout étonné si on a un brut, un WTI qui consolide juste en dessous de 65. On passe sur le FX, donc on l'a dit, le DXY là on a vraiment quelque chose d'important sur support, parce que eh bien en dessous on a le rebond, l'euro devrait en être pénalisé, ce que j'apprécierais pour qu'on puisse rentrer à un niveau de prix beaucoup plus intéressant, parce que vous voyez que bon là on a eu une forte zone de consolidation, et on peut appeler ça une consolidation, et depuis le breakout, on est quand même assez loin, on est un peu plus de 100 pips au-dessus du breakout. Ouais, on est plus de 200 pips, excusez-moi. Plus de 200 pips. Donc si on revient à ce support, à 1,21 à peu près,
Si on revient à 21, techniquement, ça sera un niveau de prix très intéressant pour passer à l'achat. Là, on a une espèce de première vague, deuxième, et la troisième, c'est généralement la plus grande. C'est généralement la plus grande. Donc, d'un point de vue vague d'Elliott, hein. Donc, pardon. On prend les extensions de Fibonacci. Voilà, donc on a un objectif théorique de la part des vagues d'Elliott pour une troisième vague qui s'étendrait jusqu'à au moins 1,30. Voilà, c'est bien évidemment un objectif théorique, mais ça donne un petit peu une perspective haussière assez quand même intéressante. Là, le prix actuel il est à 1,2250. Si demain l'euro revient à 21, je considérerais ce support, ce prix comme intéressant pour du moyen long terme, pour parier sur la normalisation la banque centrale de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, la fin du QE et une probabilité d'une hausse des taux qui va augmenter pour la fin de l'année, voire même mars 2019, voire même pour la fin de l'année. Voilà. Donc tout reste à faire encore sur l'euro. On est certes à un niveau de prix assez élevé par rapport à ce qu'on a connu il y a un an, mais je pense que d'ici un an, on pourrait très bien voir un euro à 1,30, tout comme le voir à 1,20. Ça va dépendre comment la BCE va gérer un petit peu sa communication. Si elle va trop vite, l'euro va vite progresser et arriver à 1,30. Si elle fait ça doucement, si elle prend le temps et qu'elle fait ça délicatement, je pense qu'on peut connaître un euro qui va se stabiliser autour de 1,20, 1,25 en 2018. Voilà. Mais dans tout le cas, l'euro, s'il n'est pas soutenu par la BCE, il sera soutenu, je pense, par la baisse du dollar. Voilà, parce que moi la baisse, vous savez, hein, pour ceux qui m'ont suivi hier soir, le dollar, je m'attends plutôt à une baisse en 2018. Donc voilà, mécaniquement, l'euro devrait en profiter. Tu crois pas que la BCE ne laissera pas l'euro monter si haut? Alors, le problème c'est que oui, je ne pense pas qu'elle laissera monter l'euro à 1,50, ça c'est clair, mais il faut bien arriver à terme à sa politique monétaire. Voilà. Elle ne peut pas, une institution comme des banques centrales ont une crédibilité qui est très très importante et leur crédibilité est leur seul outil pour influencer le marché. Si demain la BCE commence actuellement à normaliser sa politique monétaire, on voit son QE, son montant d'achat alloué, son montant alloué au d'achat d'actifs nets par mois a quand même été divisé par 2 entre 2017 et 2018. En 2017, je vous rappelais qu'il y avait 60 milliards d'euros par mois dédiés aux achats d'obligations. De janvier à septembre, ce n'est plus que 30. Voilà. Ensuite, nous avons quand même un ton de la part de Mario Draghi et de la BCE qui souligne les très bonnes statistiques macroéconomiques de la zone euro et qui soutient le scénario, qui soutient de plus en plus le scénario d'une sortie du QE en septembre. Donc on voit quand même qu'il y a un changement de communication entre ce qu'on avait il y a un an et ce qu'on a aujourd'hui. Donc si elle est en train de faire cela, elle peut pas dire en septembre, bon, on va augmenter le QE, on va le remonter à 60 milliards parce que l'euro il est à 25. Non, c'est pas possible, sinon elle perdra sa crédibilité. Voilà. C'est pour cela qu'il faut, comme toutes les autres banques centrales, mais que la BCE doit y aller progressivement pour ne pas choquer le marché. Si elle choque le marché, si la fin du QE est une surprise pour le marché, l'euro va s'enflammer. Alors que si elle fait ça progressivement, la hausse devrait être graduelle et donc l'économie devrait s'y habituer. Et voilà, ce sera beaucoup moins un choc. C'est pour cela que voilà, il y a des membres, il y a des membres du Conseil des gouverneurs qu'on entend parler de droite à gauche qui annoncent parfois que le QE pourrait peut-être, ce n'est que la communication pour préparer le marché. Voilà. Donc oui, je pense que la BCE ne laissera pas l'euro dépasser les 1,40. Maintenant 1,30, ça dépend le temps que ça prend. Si ça prend un an ou un an et demi, bon 1,30, je pense que c'est la limite. Je pense que c'est la limite à ne pas le passer. Au-dessus d'1,30, ça devrait être assez problématique. Ouais, maintenant tout dépend, hein. C'est relatif. Si on est à 1,30 demain, mais que le pétrole est à 100 $,
l'inflation va être compensée. Vous voyez, donc en termes d'inflation, purement d'inflation, je vous parle pas d'exportation, hein, mais je parle juste d'inflation. Euh, Au final, si on a un pétrole à 100 dollars et un euro à 30, on devrait avoir la même inflation. Donc c'est relatif. Voilà. Euh, donc voilà pour ce qui est de la BCE, je pense qu'elle devrait faire ça progressivement. Et, euh, et donc l'euro, de toute façon, moi mon prochain objectif, vous le connaissez. La prochaine résistance, c'est 1,25. Entre le prix actuel et 1,25, je n'en trouve aucune. Sur le graphique mensuel, j'ai eu beau retourner au début des années 2000, honnêtement, il y en a pas qui sont très très importants. Donc voilà, là on a à peu près une fenêtre jusqu'à 1,25. Néanmoins, il faut prendre en considération qu'on a un DXY sur support. Tant que le DXY sur support, ça empêchera l'euro de progresser. Voilà, donc à séparer de l'euro, on passe sur la livre, qui est probablement la paire, la devise qui va être à suivre aujourd'hui. Alors, si IPC HOC, le GBP 140. Alors, si inflation à 3%, à 3,1%, GBP à 1,40 d'ici les prochaines semaines, oui. Prochaines semaines, d'ici 2 semaines. Voilà. Très grosse résistance sur le GBP à 1,3930. 1,3930, très grosse résistance. D'un point de vue momentum, le momentum il est toujours haussier, on n'a pas de divergence, on est suracheté. Vous voyez que 70. Moi j'ai mis des zones à 80 et 20 parce que c'est vraiment des zones excessives 80 et 20. Je trouve que 70 et 30, si je le fais sur mon graphique, ça va être une fenêtre, on va dire, où les prix ne sont pas surachetés ou survendus, assez fines. Ça serait pas très lisible à mon goût. Mais voilà, 80-20, ça me semble très excessif. Mais là déjà, les zones de surachat c'est 70 et les zones de survente c'est en dessous de 30. D'accord? Donc là déjà le momentum il est suracheté. Mais ça reste quand même assez léger. Le MACD n'affiche aucune divergence. Donc pour le moment, d'un point de vue prix et momentum, je pense qu'on a pareil, une marge de progression jusqu'à 1,3930 à condition bien évidemment que l'inflation soit à 3% ou au-dessus de 3%. Si on a 3,1%, je pense que les 1,40, enfin déjà c'est les 1,3930 seront atteints aujourd'hui ou demain. Et ça devrait enfoncer le DXY. Pour ce qui est du NZD, je pense que on peut s'attendre à une petite consolidation à court terme. Prise de bénéfice sur le dollar néo-zélandais. L'USD CAD, bon bah le CAD, faut savoir qu'on a une hausse des taux qui est attendue de la part de la Banque du Canada demain, qui est déjà pricée à hauteur de 90%, 80% selon les analyses. Donc en conclusion, demain, si on est aux étoiles de la Banque du Canada, ça devrait avoir un impact positif que très léger sur le dollar CAD. Et le Brent, enfin le pétrole est sous résistance, donc voilà, je pense que à court terme, dollar CAD, faut pas s'attendre à un mouvement très impulsif, en tout cas demain. Je pense que demain, si l'USD CAD atteint ce niveau-là, les 1,24, alors 1,24, donc une 26 pips, voilà, on a 26 pips de baisse possible. Pour l'USD Yen, on a un fort niveau de support à 110 que je considère intéressant à payer sur du court terme. Ça revient, à payer sur le DXY, le seuil des 90. Si vous pensez que le seuil des 90 va tenir sur le DXY, dans ce cas-là, l'USD Yen à 110, c'est peut-être intéressant de jouer le rebond jusqu'à au moins 111, 111 et quelques, puis 111,80. Et au niveau de l'AUD, alors j'ai des questions sur l'AUD USD. L'AUD soutenu par la hausse des cours de l'or, pardon, et la baisse du dollar. Pareil, l'AUD trouve une résistance à 0,80 qui coïncide ni plus ni moins avec les 90 du DXY. C'est un petit peu cette observation que j'ai faite. Mis à part le GBP et l'euro, si vous regardez le NZD, il arrive sous résistance, l'AUD sous résistance, le CAD, il arrive sur support. Donc voilà, on trouve au niveau de l'analyse technique sur les paires majeures quand même un rebond du dollar qui est quand même assez possible sur du court terme. Voilà. En plus de cela, on a un RSI un momentum qui est à plat finalement depuis le début de l'année.
sur la UD alors qu'il progresse. Donc on a une petite divergence. Donc voilà, 0,80 ça me semble à court terme une zone de prise de bénéfice excellente pour ceux qui sont à l'achat sur la UD. Je pense que 0,80 voilà, c'est vraiment une bonne zone. On va connaître, je pense et je l'espère, un petit pullback sur la UD. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un retracement d'une hauteur de 38 voire 50% de cette impulsion haussière. Voilà, si on estime que 0,80 c'est le maximum, voilà, un retour à 0,78, ça serait un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. 0,78 qui correspond à ce plus bas également. Donc voilà, si on a un retour à 0,78, ce sera l'opportunité d'acheter la UD pour reviser les 0,80, voire même plus haut. Mais voilà, AUD, prise de bénéfice à 0,80. Pour l'AUD Yen, alors l'AUD Yen, c'est pas la paire la plus intéressante en ce moment, sous pression à cause du Yen. Néanmoins, on voit que l'AUD surperforme depuis jeudi de la semaine dernière. Mais donc concrètement, je pense que l'AUD Yen a une marge de progression jusqu'à 89. Pourquoi jusqu'à 89? Parce que c'était une résistance importante. Et en plus de cela, on a, je pense que le yen va entrer en prise de bénéfice. Si vous regardez le yen index, j'ai écrit un article sur le yen hier. Je vous invite à le lire. Regardez le yen index, il est sous résistance, qui n'a pas été dépassé en novembre. Donc voilà, forte zone de résistance sur le yen index. Moi, je table sur une consolidation du yen sous cette résistance. Donc si on a consolidation du yen sous cette résistance, l'USD yen a une marge de progression aussi, une marge de rebond. Et l'AUD yen, je pense qu'il peut clairement revenir à 89. Voilà. On passe sur les indices boursiers qui rebondissent ce matin. On l'a vu à l'image des indices asiatiques tout à l'heure. Les indices asiatiques qui ont bien rebondi. Le Nikkei, vous voyez, qui revient à 24 000. Donc ça y est, hein, si on a une clôture au-dessus de 24 000, ça sera techniquement un signal haussier. Un signal haussier, pourquoi? Parce qu'on aura un breakout au-dessus du précédent plus haut et au-dessus du seuil psychologique. En plus de cela, on a le yen, encore une fois, qui repenche à la baisse, enfin le yen index que j'attends en consolidation, voire baissier sur les prochaines séances, ce qui devrait profiter au Nikkei. Parce que vous pouvez voir que depuis lundi 8 janvier, c'était la date, c'était la dernière séance, enfin le mardi qui a suivi, c'était le jour où la BOJ a annoncé baisser de 10 milliards son montant alloué au rachat d'obligations d'État japonaises arrivant à maturité. Voilà, donc depuis le rebond du yen, on avait le Nikkei qui consolidait. Aujourd'hui, le yen est à plat, et même face à certaines devises baissières, et donc le Nikkei progresse. Donc, en clair, si le yen est baissier, le Nikkei augmente. Si le yen est haussier, ça va être très compliqué pour le Nikkei augmente. Il faudrait beaucoup d'appétit pour le risque. Donc voilà, le Nikkei, je pense qu'il a une fenêtre de tir de quelques jours pour progresser. Prochaine résistance technique, je la constate à 25 160 points. Donc le seuil psychologique à 25 000. Voilà, donc je pense que le Nikkei, clairement, il peut venir à 25 000. Si on a une clôture au-dessus de 24, ça offrira, je pense, un très bon scénario. On pourra mettre un stop en dessous du précédent plus bas. Donc ça fait 420 points de risque pour 1040 potentiels gains. Un peu moins que 1040 parce que vous voyez que le prix, moi je l'ai pris à 23 987. Donc le stop un petit peu plus large, la prise de bénéfice un petit peu plus courte, mais même en réduisant le take profit et en agrandissant le stop, ça fait un ratio risque-rendement de 2, ce qui est quand même plus qu'intéressant. À condition, encore une fois, que le Nikkei clôture aujourd'hui au-dessus de 24 000. On passe sur les indices européens. L'Eurostoxx qui rebondit ce matin, il rebondit grâce en partie à la baisse de l'euro. Vous pouvez voir que quand même, ce qu'il faut noter, certes, les indices européens ne progressent pas depuis une semaine, mais en même temps, vu la tendance de l'euro, ce que réalisent les indices européens n'est pas non plus à condamner, parce qu'on a quand même une forte progression de l'euro. On a une hausse de l'euro de
depuis le début de l'année, non, depuis ce point-là, on a quand même 3% de hausse de l'euro en l'espace d'une semaine, ce qui est quand même beaucoup. 3% de hausse face au dollar. Et les indices se sont stabilisés. Donc, voilà, on n'a pas eu de baisse, on n'a pas eu de correction. Alors que l'été dernier, vous voyez, cette correction-là, on a une correction de 10% en plus de 3 mois, en 4 mois. Alors que l'euro, donc c'était en mai, alors que l'euro progressait de, pareil, 10% en 4 mois. Donc si on prend le même ratio que l'été dernier, 1% de hausse de l'euro, c'était 1% de baisse sur le CAC. Alors, ce n'est pas vrai, on peut pas utiliser ce ratio, mais c'est juste pour vous illustrer un petit peu la comparaison de la performance actuelle. Les indices européens, certes, consolident, mais ils résistent assez bien à la hausse de l'euro, alors que l'été dernier, ce n'était pas du tout cela. Donc voilà, l'Euro Stoxx 50, dès qu'on aura une stabilisation de l'euro, voire même une baisse, alors, parce qu'il y aura une prise de bénéfice à un moment, à court ou moyen terme, il y aura une prise de bénéfice. Moi, je l'attends pour les prochaines séances quand même. Mais dès qu'on aura la prise de bénéfice sur l'euro, je pense que ce sera l'élément déclencheur qui permettra également à l'Euro Stoxx 50 de progresser. L'Euro Stoxx, le CAC, le DAX et tous les indices européens qui suivent. Voilà, donc le CAC qui consolide sous ses plus hauts. Donc voilà, la stratégie c'est achat 5005. Je pense ça me semble assez en intraday, regardez, c'est assez intéressant. Achat 5005, prise de bénéfice en dessous de 5536. Vous voyez un petit peu en dessous, autour des 5530. Donc on est dans un range de 30 points sur le CAC depuis maintenant depuis à peu près une semaine. Voilà. Donc je dirais que c'est sur de l'intraday, c'est peut-être l'indice à trader le CAC 40 en ce moment. Pour le DAX, on a toujours ce support à 13 100 points. Alors hier, on avait annoncé ce support technique, pas les 13 100, pas les 13 200 pardon, mais les 13 171. Vous pouvez voir que ça avait été atteint peu de temps après l'annonce du webinaire de la veille. Donc voilà, le scénario c'est le même. Si on a un retour à 13 171 points, 170, 171, ça serait en intraday un niveau de support très intéressant à payer. Pour l'IBEX, j'ai une question de la part de Nicole. Alors j'ai loupé 10 000 sur l'IBEX. Est 10 500 un bon point d'entrée? Alors on va essayer de voir cela. Alors l'IBEX 10 500. Alors c'est qui tout double, j'ai envie de vous dire, parce que ça va dépendre de la situation Catalogne. Mais si on fait abstrait à la situation Catalogne d'un point de vue technique, 10 500 c'est une résistance qui n'avait pas été réellement dépassée. On voyait fin d'octobre, on a eu un petit excès au-dessus, mais clairement 10 140, vous voyez que ça fait office de résistance. Donc moi, à ce niveau de prix-là, si il y a deux cas de figure. Soit vous prenez le risque d'attendre à 10 000, ce qui peut arriver ou ce qui peut très bien ne pas arriver. Ou soit vous attendez le breakout à 10 540. Mais payer à 10 500, là on est sous une résistance. Payer sous une résistance, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, à mon sens. Donc voilà, soit j'attendrai une clôture au moins journalière au-dessus des 10 540, ou je prendrai le risque, quitte à ce qu'il n'y ait pas ce retour, mais pourquoi pas attendre un pullback à 10 000. Chose que je doute, hein, mais bon. Voilà, on peut pas, il n'y a pas 100% de probabilité que le cours ne revienne pas à 10 000. Ça va dépendre de la situation en Catalogne. Voilà, donc soit stratégie de breakout à 10 540, soit stratégie de pullback à ce support à 10 150 ou 10 000. Pour ce qui est des marchés actions américains, je fais vite, mais concrètement c'est haussier. Nasdaq, prochaine résistance à 7000. 7000 ça va être atteint d'ici les prochaines séances. Alors, pour avoir des prévisions, moi ce que j'aime bien utiliser les seuils techniques, mais en plus de ça la régression linéaire. Je prends le dernier rallye, je prends ce canal haussier, Moi je suis sur un graphique logarithmique comme on peut le constater tout le temps.
hop, et là on va se mettre, on a une régression linéaire sur graphique logarithmique, donc ça peut paraître un petit peu compliqué à comprendre, mais ça va donner simplement une prévision du Nasdaq sur plusieurs années, en anticipant potentiellement des pullbacks, et en fait j'utilise ma régression linéaire de ce moment précis à aujourd'hui, donc de mi-2010 à aujourd'hui, parce que ce canal représente très bien l'état des valeurs, de la tendance des secteurs des valeurs tech, pardon, depuis 2010. Je pourrais très bien le prendre depuis la base en 2008, mais pour moi ce rebond là était un rebond pas à cause des valeurs tech, mais parce que les actions étaient très peu chères. On a vu vous voyez, le Nasdaq a été divisé par deux en l'espace d'un an lors de la crise financière. Donc on a eu un rebond qui était naturellement technique et qui n'était pas justifié par les valeurs tech. Voilà, donc moi je l'ai pris à partir de 2010. Et donc on peut voir que fin 2018, on peut s'attendre clairement, d'après la régression linéaire, au moins à ce que cours vienne chercher 7150. Moi personnellement je pense même qu'il irait chercher 8000 points, mais bon. Voilà, 7000, c'est la prochaine résistance sur le Nasdaq. Le S&P, le Dow Jones, pardon, Dow Jones, prochaine résistance à 27 000 points. Pareil, tant qu'on n'a pas de signaux de retournement, on reste aussi sur les marchés actions. Et le S&P, là on est à 2008, on est sous résistance, mais si on a une clôture journalière au-dessus de 2008, ce sera direction 2009. Pour le Russell 2000, on va chercher les 1500 d'ici, je pense, les prochaines semaines. NZD-USD, l'acheter à combien? Alors NZD-USD, moi c'est une devise intéressante pour du... alors attendez, je vais vous faire voir je vais vous faire voir un tableau que je ne publie pas sur Twitter parce qu'il est, bon, il est un peu confidentiel quand même, mais je vais vous faire voir parce qu'il est assez intéressant. Euh, alors j'ai mis en pause mon écran, juste le temps de vous retrouver le fichier. C'est ni plus ni moins que donc les probabilités de hausse des taux pour l'année 2018. Voilà. Donc là, on a probabilité de 25 points d'ici la mi-2018 pour les banques centrales. Les données viennent de Bloomberg. Voilà, donc ce n'est pas 100% sûr, hein, ça reste des consensus d'analystes. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus la probabilité est élevée, et plus ça veut dire que la probabilité est déjà intégrée au prix. Donc si par exemple vous avez, comme la Fed ou la Banque du Canada, une probabilité qui est très élevée, c'est-à-dire que là où taux, elle a déjà été pricée par le marché, donc il n'y aura pas de surprise, il y aura peu de mouvement. Par contre, vous imaginez bien que là, on a quoi? C'est la BCE. Si y a une hausse des taux de la BCE en juin, vous imaginez bien le mouvement haussier que ça fera sur l'euro. Voilà, c'est un peu l'idée. Plus la probabilité est basse, et plus le mouvement qui en découlerait serait conséquent. Si on a cette hausse des taux, bien évidemment. Donc là, on peut voir que pour la RBA, en rouge, on a actuellement un peu plus de 30%. Et pour la RBNZ, on a un peu plus de 40%. Et pour la BOE, on a près de 50%. Donc voilà, la Banque du Canada et la Fed, ça a déjà été pricé. On passe... Alors j'ai pas eu le temps de lire tout, ce fichier m'a été envoyé ce matin, j'ai pas eu le temps de tout lire, donc je le découvre également un peu avec vous. Probabilité de 25 points d'ici la fin de 2018. Là on était fin du premier semestre, là on est fin 2018. Et là on peut voir que on est clairement dans des politiques de durcissement de politique monétaire. La BCE, la probabilité augmente à plus de 50%. La BOJ, on est à 30%. La Fed, la banque la BOE, vous voyez la RBA, bref, on est quand même à... Là c'est que 25 points de base. Hein. Et donc, alors je vais voir ce que c'est un petit peu. Ça, US Monetary. D'accord. Très intéressant, faut un peu que j'étudie ce fichier, hein, il est assez intéressant.
Voilà, donc je reviendrai vers vous avec toutes ces, tous ces graphiques-là une fois que j'aurai bien tout analysé. On revient donc sur la plateforme, mais on peut voir donc que la RBNZ, la probabilité d'une hausse des taux d'ici le premier semestre n'a pas été totalement pricée à hauteur de 40%, donc on a encore une marge de progression. Ce qui veut dire que si on a un repli, ça serait l'opportunité pour nous d'entrer à un meilleur prix. Voilà, ça peut pas être plus clair. Donc on est sur la NZD USD. Si on a un repli de 38,2, donc qui correspondrait à un retour à moyenne mobile de 100 jours, techniquement, sur du moyen long terme, ça serait intéressant pour se positionner à l'achat et viser ce précédent plus haut à 0,75, voire même encore plus. Hein. Mais déjà 0,75, ça serait, vous imaginez que si on revient à la moyenne mobile à 200 jours, donc un petit peu au-dessus le temps que ça baisse, et qu'on vise 0,75, on a quand même plus de 350 pips. 350 pips, c'est pas mal. Exactement, Frédéric. Je vois ce tableau tous les jours sur les pitchs de John Kicklighter. Alors voilà, Frédéric, je vois que vous êtes un très bon amateur de Daily FX et de John Kicklighter. Donc voilà, graphique réalisé par John Kicklighter, analyste de senior de marché pour Daily FX du site anglais. Voilà, donc ces dossiers m'ont été envoyés et donc voilà, tout simplement. Et donc pour le NZD, Raymond, j'espère avoir répondu à votre question. Hein. Pour ce qui est du NZD ou de la RBA, vous l'aurez compris, la probabilité d'une hausse des taux n'a pas été encore, est loin d'être pricée, moins de 50% pour les deux d'ici la fin du premier semestre. On est à peu près à 80% pour la fin de l'année. Donc voilà, on a encore une petite marge de progression. Donc l'AUD USD, pas l'AUD Yen, hein, mais l'AUD USD, pareil. Si on a un retour à la moyenne mobile à 200 jours, je considérerais ce prix d'un point de vue moyen long terme intéressant pour se positionner à l'achat, viser les 0,80, 0,82, voire même plus haut. Et si on ne paye pas l'AUD sur d'un point de vue de sa politique monétaire, on paierait, enfin moi je paierais pour le cours de l'or, pour suivre le cours de l'or. Voilà. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Ce webinaire aura duré donc 37 minutes. On aura fait un peu plus rapide que ces dernières sessions. Mais bon, je pense qu'on a été complet. Moi, en tout cas, je n'ai plus rien à rajouter. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les envoyer sur les réseaux sociaux ou par email. J'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. Et donc voilà. Excellente journée à vous. Je vous donne rendez-vous demain pour mon prochain webinaire. Demain matin, comme d'habitude. Voilà. Excellente journée et à demain.